Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition. Il sera très généralement question du Yersin, ce navire écologique qui va sillonner les mers. Concernant le dossier des Jardins d'Apolline, un point presse a été organisé pour évoquer la potabilité de l'eau. Du sport dans ce journal et la présentation des nouvelles recrues de la SMFC. Nous donnerons un coup de projecteur sur le Sorenji Kempo. Cet art martial japonais organise ses championnats du monde aux États-Unis et Monaco y participera. Et enfin, un nouvel espace d'exposition en principauté. La Galerie Moretti présente durant tout l'été des œuvres de grands maîtres de l'impressionnisme. Nous vous avons déjà parlé à plusieurs reprises sur Monaco Info du Yersin qui va sillonner les mers et les océans du monde afin de mener les explorations de Monaco. Ce navire a quitté ce jeudi en fin de soirée le port Hercule. Reportage sur ce grand départ avec Émilie Rousseau. C'est aux alentours de 22h30, jeudi 27 juillet, que le Yersin a quitté le port de Monaco pour 3 années d'exploration autour du monde. Un projet ambitieux qui s'inscrit dans la riche tradition des explorations scientifiques et notamment celle du prince Albert Ier. Ce prince savant et explorateur, l'un des fondateurs de l'océanographie moderne. C'est donc sur ces traces que le prince souverain a décidé de relancer ses expéditions et ce afin de contribuer à une meilleure connaissance des mers et des océans, mais aussi d'attirer l'attention du public et des décideurs. Ce navire magnifique, innovant, écologique, bénéficiant des installations scientifiques les plus remarquables, s'inscrit à son tour donc dans cette grande aventure. Une aventure dont le but est de protéger notre planète et nos mers, hélas si maltraitées. Une aventure partagée par toute la principauté qui marque ainsi concrètement son attachement à cette haute ambition. C'est à bord du Yersin que les cérémonies ont débuté jeudi en fin de journée. Autour de son Altesse Sérénissime le prince Albert II, son épouse, la princesse Charlène, et leurs 2 enfants, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella. Lors de cet événement, le prince souverain a remis au capitaine Jean Dumaret le guidon du Yacht Club de Monaco, symbole des engagements de la principauté pour la science et les mers. Aujourd'hui, il est temps de réconcilier l'humanité et la mer. Monseigneur, c'est dans ce but que vous avez décidé de lancer les explorations de Monaco. Réconcilier l'humanité et la mer, c'est donc la mission des explorations de Monaco et le Yersin en sera l'outil. En tant qu'armateur, j'en suis très fier et très honoré. Explorer, voyager, enseigner à bord d'un navire polyvalent équipé notamment de 6 laboratoires de recherche. À l'issue de cette cérémonie, l'ensemble des invités, après avoir eu la chance de visiter le Yersin, a rejoint le quai Louis II pour assister au départ du navire scientifique, cap à l'ouest, direction la Macaronésie autour des archipels de Madère et du Cap-Vert. C'est lors de la Ocean Week organisée au début du printemps que les explorations de Monaco avaient été présentées. Elles seront menées à bord du navire écologique le Yersin. Visite guidée avec Émilie Rousseau. C'est un véritable laboratoire flottant. Le Yersin, ce clean ship de 76 mètres de long, sera passé d'un navire de plaisance à un réel bateau scientifique. Le camp de base des explorations de Monaco a adapté ses espaces pour créer des laboratoires de dernière génération, comme ici avec le laboratoire d'extraction. Ce qui était avant un lieu de stockage pour l'équipage permettra désormais d'en savoir plus sur l'ADN des échantillons prélevés en mer. C'est pas vraiment un bateau fait pour l'océanographie, mais il n'est pas fait non plus pour la recherche en elle-même. Donc il a fallu improviser, l'aménager et aménager ce labo pour justement faire de la recherche comme on l'a fait au Centre scientifique de Monaco. Donc c'est en miniature bien sûr, c'est en espace réduit, mais on va pouvoir reproduire le genre de recherche qu'on fait au Centre scientifique. Laboratoire aquarium, laboratoire de microbiologie, de filtration de l'eau, de séquençage, ces lieux élaborés par le Centre scientifique de Monaco permettront aux scientifiques de débuter leurs recherches directement à bord du Yersin. Le CSM est au même titre que les autres un des laboratoires qui va effectuer nos recherches à bord du bateau en plusieurs étapes. Si vous voulez, il y a 2 types de recherches. Il y a des recherches ponctuelles, observationnelles,
extrêmement intéressantes à la recherche d'espèces en voie de disparition, ou au contraire à la recherche du comportement de certaines espèces qui sont un peu trop exubérantes et qui augmentent un petit peu trop, comme par exemple les poissons-lions aux Antilles, qui sont en train de couvrir la faune sous-marine. Donc ça, ce sont des recherches ponctuelles. Et puis, à côté de ces recherches ponctuelles, donc, auront lieu des recherches répétitives, récurrentes, qui participent au grand mouvement de la science de l'océanographie internationale, et donc qui sont pluridisciplinaires et aussi vraiment très internationales, qui mobilisent de nombreux partenaires. En effet, de nombreux scientifiques de renom vont se succéder sur cette plateforme de recherche itinérante. Ils pourront bénéficier de cet outil unique en son genre, le ROV. Contrôlé depuis le Yersin, il permet d'intervenir dans des milieux aquatiques jusqu'à 1000 mètres de profondeur. C'est vraiment un appareil qui est bourré de capteurs, notamment un capteur qu'on va pouvoir soit régler en altimètre ou soit en profondeur, pour justement éviter de venir s'appuyer sur les fonds marins. Donc beaucoup, oui, tout à fait de senseurs sur le ROV et des caméras, etc. Même un sonar également, comme je vous le disais en première partie, qui va nous permettre de voir vraiment l'environnement autour de nous et où on va pouvoir se positionner au mieux pour faire l'intervention. L'autre grand volet scientifique concerne l'étude des mammifères marins en mêlant la connaissance du visible et de l'invisible. En effet, grâce aux dernières techniques d'analyse, il est possible de traquer les traces ADN laissées par les poissons dans l'eau. Cette nouvelle technique devrait faciliter la surveillance et la protection des espèces marines et des écosystèmes. Nous vous tenons régulièrement informés à propos des différentes étapes du dossier des jardins d'Apolline. Eh bien, un point presse vient d'être organisé au ministère d'État concernant la potabilité de l'eau. L'eau se porte bien, puisque nous avions demandé que soient installés des dispositifs techniques au pied de chacun des blocs, des immeubles d'Apolline et d'Hélios, qui consistaient en la pose de filtres à sable et puis de dispositifs de stérilisation de l'eau. Ce sont des filtres à UV. Ça y est, c'est fait. Les canalisations ont été rincées et nettoyées par les collègues du service des travaux publics. Et moi, comme je m'y étais engagé, j'ai fait réaliser juste après cela de nouvelles campagnes de prélèvement. Nous avons reçu les dernières analyses de l'eau. Tout est conforme, il n'y a aucune difficulté, aucune préoccupation, ce qui met le gouvernement en mesure de lever les mesures de restriction qu'il avait prises à l'époque pour assurer la salubrité de la distribution d'eau et la sécurité, par conséquent, sanitaire des occupants. Donc on ne distribuera plus de bouteilles d'eau, par exemple? Alors, puisque nous avons un retour à la normale, en définitive, nous considérons qu'il n'est plus nécessaire de maintenir la distribution des packs d'eau. Donc cette dernière prendra fin à partir du 1er août prochain. Nous allons informer les résidents ce soir ou demain matin par un courrier qui sera dans leur boîte aux lettres. On va leur indiquer cette bonne nouvelle. On va leur indiquer aussi que s'ils le souhaitent, ils peuvent conserver le filtre Doulton qu'on avait installé dans les cuisines. Il n'est plus nécessaire, mais si ça peut rassurer, si ça peut être utile à certains, nous laissons gratuitement l'utilisation de ce dispositif. En revanche, pour les personnes qui voudraient qu'il soit démonté, il faut s'adresser au service des travaux publics qui fera l'opération nécessaire. Concrètement, cela veut dire quoi? Qu'on peut consommer l'eau? Alors on peut concrètement boire l'eau du robinet, on peut évidemment se laver les dents, on peut cuire des aliments avec, on peut rincer les aliments, on peut prendre des douches, on peut prendre des bains, donner le bain aux enfants. Bref, on retourne à une utilisation normale de l'eau dans les jardins d'Apolline et à Hélios. Et le gouvernement sera toujours à l'écoute, l'outline sera maintenue. Alors notre rôle, c'est d'être disponible, c'est d'être attentif aux préoccupations qui pourraient être exprimées, comme on l'a fait jusqu'à présent. Donc vous avez raison, nous avions mis en œuvre un système de lien direct avec les services relevant du département des affaires sociales et de la santé, le médecin de santé publique et la responsable de la division de sécurité sanitaire alimentaire, et on le maintient. Et donc les numéros de téléphone seront rappelés aux résidents dans l'information qui leur sera communiquée, les numéros de portable et les adresses Internet pour que le dialogue très positif qui a été noué puisse se poursuivre. Si c'est utile aux résidents, de notre côté, c'est bien volontiers. C'est quand même un climat difficile à vivre pour les résidents. Comment ont-ils réagi? Alors moi, je trouve qu'ils ont bien réagi parce que les pouvoirs publics sont conscients de la contrainte que ça a représenté quand nous avons mis en œuvre ces mesures de restriction.
qui rendait impossible en fait la consommation d'eau du robinet ou le bain pour les enfants. Bon, les résidents l'ont compris parce qu'ils ont saisi que c'était dans leur intérêt, c'était pour les protéger. Et dans le même temps, nous avons accompagné par des mesures d'information et nous avons fait en sorte que des prélèvements soient régulièrement faits pour les rassurer. Et aujourd'hui, je voudrais les remercier de la compréhension dont ils ont fait preuve, justement, dans cette période de 2 mois pendant lesquels, dans leur vie quotidienne, ils ont subi ces désagréments. Football, à un peu plus d'une semaine de la reprise du championnat de Ligue 1, l'AS Monaco vient de présenter à la presse ses nouvelles recrues en présence du vice-président du club, Vadim Vassiliev. L'événement vient de se dérouler dans un hôtel de la Principauté. Quant aux objectifs du champion de France, il s'agira de maintenir le niveau de la saison dernière qui, je vous le rappelle, mais vous le savez évidemment, a été exceptionnelle. Un reportage de Dominique Poulain. C'est à l'hôtel Fairmont que les nouvelles recrues de l'AS Monaco sont présentées à la presse. 5 nouveaux joueurs accompagnés par le vice-président du club, Vadim Vassiliev. La recrue phare est incontestablement Youri Tielemans. L'international belge, acheté quelques 25 millions d'euros à Anderlecht. À seulement 20 ans, le milieu de terrain compte bien faire profiter l'ASM de ses talents. L'an dernier, c'est très bien déroulé pour ce club et j'espère pouvoir apporter une autre manière de jouer aussi. Je sais que j'ai certaines qualités, j'ai ma qualité de passe, j'ai ma qualité de frappe et voilà, le club a vu ça en moi et a voulu m'intégrer dans cette équipe pour justement apporter ces qualités-là. Et ce sera à moi à montrer sur le terrain que voilà, je vaux cet intérêt. Autre joueur séduit par le projet du club, Soulaïo Meïté, un milieu de terrain de 23 ans et international français chez les jeunes. En provenance de Waregem en Belgique, ce renfort correspond à la politique du club, à savoir miser sur la jeunesse. C'est vrai que le projet de Monaco m'a séduit fortement l'an passé. Quand on voit ce qu'ils ont fait avec l'âge des joueurs, la jeunesse, cette osmose, cette complicité qu'il y a eu au sein du groupe pendant toute l'année, ça donne qu'envie. De toute façon, dès que je suis arrivé, je l'ai senti ça à l'entraînement. Tu vois qu'il y a une joie de vivre, tu vois qu'il y a une complicité, tu vois tout le monde rigole avec tout le monde. Et je me dis qu'en même temps, Monaco est un club bien en vue. Et on voit tous, hein, comme vous le voyez, vous avez parlé du mercato tout à l'heure, on a bien vu que ce soit Benjamin, que ce soit Timoué ou encore Silva. Ils ont fait un bon tremplin, ils ont fait une belle année, ils sont partis et c'est vrai que je suis venu tenter ma chance et relever le défi. Autre recrue, le gardien international suisse Diego Bonaglio, qui arrive de Wolfsburg et qui sera la doublure de Daniel Subasic. Le défenseur international néerlandais Terence Kongolo, il jouait au Feyenoord Rotterdam et devrait remplacer Benjamin Mendy parti à Manchester City. Et le milieu offensif, Jordi Mboula, 18 ans et qui arrive du FC Barcelone. Si le champion de France a vendu de nombreux cadres au cours de cette intersaison, le recrutement a été pensé en conséquence afin de conserver une équipe compétitive. Comme chaque année, on essaie de s'appuyer sur un mélange de jeunesse, d'expérience et surtout de talent. Et je pense avec les recrues qu'on a fait, ils s'inscrivent parfaitement dans notre stratégie. Nos jeunes comptent beaucoup d'expérience, même s'ils sont jeunes. Et ils ont une marge de progression importante. Et quand on essaie de recruter, on pense toujours à la marge de progression. Il faut bien sûr laisser du temps, parce qu'ils changent le championnat. C'est pas du tout le même championnat, il faut s'habituer, mais nous sommes convaincus que tous les recrues vont y arriver. À propos de Kylian Mbappé et au lendemain de l'annonce par un quotidien espagnol d'un accord de principe pour le transfert au Real Madrid de l'attaquant international pour un montant de 180 millions d'euros, Vadim Vassiliev a réaffirmé son intention de garder son jeune prodige. Je vous assure qu'aujourd'hui, nous avons aucun accord, ni avec Real, ni avec d'autres clubs. C'est vrai que nous avons des sollicitations très importantes. Tous les grands clubs lui veulent. C'est le plus grand espoir de football européen. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait autant d'attention médiatique. Par contre,
Nous restons sur le même objectif. On discute une prolongation, mais il faut nous laisser du temps pour discuter tranquillement avec le joueur et sa famille. L'AS Monaco retrouvera le championnat le 4 août pour la première journée de Ligue 1, après avoir disputé ce samedi le Trophée des Champions face au Paris Saint-Germain à Tanger au Maroc, une rencontre qui oppose le champion de France au vainqueur de la Coupe de France. Coup de projecteur à présent sur une discipline un petit peu moins connue que le foot, le Sorenji Kempo. Cet art martial japonais organise ses championnats du monde aux États-Unis. Monaco y sera représenté. Reportage d'Émilie Rousseau sur des images de Serge Prémont. Pas de protection, juste de la confiance et de la maîtrise. Le Sorenji Kempo est un art martial de self-défense qui s'exerce dans le respect. Basé sur l'intention et l'attention, cette discipline privilégie le rythme à la vitesse. Si on y retrouve des gestes proches du karaté, de l'aïkido ou du kung-fu, le Sorenji Kempo associe à la fois self-défense et bien-être. Il offre près de 600 techniques qui s'imbriquent telles des Lego et elles n'ont qu'un seul but, ne jamais perdre. On apprend le début de la technique, après on la complète avec une autre, après on la mixe, on la brique avec une autre. Il y a tellement de techniques, tellement de possibilités, tellement de façons de s'amuser. On fait du rondori, on fait tout. C'est sans fin, c'est sans fin. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Techniquement, cet art martial s'appuie sur les moyens naturels, percussion, pression, déséquilibre, projection, mais surtout sur une bonne connaissance des points faibles du corps humain. Tout est dans le respect, tout est dans le dosage. C'est-à-dire qu'on a vu tout à l'heure que les techniques s'empilaient. Quand quelqu'un vous attrape dans la rue, on a le choix de se dégager ou de lui faire plus mal. Tout est une question de dosage, tout se complète. Et encore une fois, ce n'est pas de la brutalité pure et dure, c'est réfléchi, c'est mûri, on est précis, on essaie de faire mal comme il faut si besoin. Et puis c'est l'aspect complet, on tape, on se projette, on se dégage, on fait des clés, on respire, on réfléchit à ce qu'on a fait après. C'est à la fois pratique et technique. Dans quelques jours, 2 duos monégasques, Stéphane Castaldi et Shumichi Muraki, et Jérôme Giusti et Thierry Patuca, participeront aux Taikai mondiaux à San Mateo, aux États-Unis. Ils présenteront à Mbu un enchaînement préétabli d'attaques et de parades. Le Mbu, c'est littéralement le théâtre des arts martiaux. Donc on prépare un combat. On invente un combat à 2 ou à plus, mais en l'occurrence là c'est à 2. Et on va le présenter devant 5 juges qui vont noter 25 critères, dont la précision des coups, la précision des défenses, la respiration, l'équilibre. Donc c'est vraiment du théâtre parce que dans cette compétition, c'est absolument pas fait pour être efficace, c'est fait pour être joli. Et ça fait 5 mois, 5 mois à peu près, qu'on prépare ce Mbu. Après un ultime entraînement à l'espace Saint-Antoine, les Kenshi monégasques comprenés pratiquants monégasques se sont donc envolés pour les États-Unis. À noter que ce championnat du monde revêt une saveur particulière puisque la discipline fête cette année les 70 ans de sa création. Situé au Parc Palace, un nouvel espace d'exposition a vu le jour en principauté. La galerie Moretti présente durant tout l'été des œuvres de maître. Un reportage de Christine Datomel et Serge Prémont. Les plus grands noms de l'impressionnisme et de l'art moderne au cœur d'une exposition à la galerie Moretti. Eugène Boudin, Gustave Caillebotte, Pierre-Auguste Renoir, Pablo Picasso ou encore Edvard Munch figurent dans cette exposition qui met en lumière les plus grandes œuvres de ces artistes de renom. Coup de projecteur sur un été à Monaco de l'impressionnisme à l'art moderne. Aujourd'hui, nous présentons une sélection d'incroyables peintures impressionnistes et modernes. Et l'attention a été portée sur des œuvres qui représentent l'ère dans la peinture sous toutes ses formes et qui ont un lien avec la Côte d'Azur. Comme vous pouvez le voir, derrière moi, nous voyons une peinture de Monet qui représente une des rives de la région. Il s'agit probablement de Roquebrune Cap Martin, une peinture qui a été réalisée en 1884 par Monet, et nous pouvons affirmer que c'est l'un des joyaux de cette exposition.
Une collection donc de chefs-d'œuvre signés par les plus grands maîtres de l'impressionnisme et de l'art moderne à découvrir jusqu'au 1er septembre à la galerie Moretti au 27 avenue de la Costa. Quel temps va-t-il faire dans les prochains jours? Voici la météo. Vendredi, un grand soleil toute la journée, des chaleurs bien estivales. Il fera de 24 à 29 degrés. Samedi, même chose, du beau temps et des nuages insignifiants, comptez de 25 à 30 degrés. Dimanche, du soleil et de lourdes chaleurs dans la journée, des nuages orageux en fin de journée. Les températures varieront de 26 à 29 degrés. Pour le début de la semaine prochaine, que ce soit lundi, mardi ou mercredi, prévoyez également du soleil et de la chaleur. Ce journal est terminé, merci de votre fidélité. La suite de vos programmes sur Monaco Info. À très bientôt, au revoir.